Corinne Lepage, ce reportage, est-ce qu'il préfigure ce qui va être notre avenir, ce qui va se passer de plus en plus souvent dans les années à venir? Il est clair que, mais ce n'est pas seulement un problème français. Le problème de l'or bleu, c'est un problème planétaire. Nous manquons déjà, d'ailleurs, dans certaines zones, d'eau douce. Le partage de l'eau est un problème absolument majeur, qui entraîne des guerres, d'ailleurs, dans d'autres pays. Donc c'est vraiment un sujet. Il y a la question du barrage sur le Nil, il y a le barrage Renaissance, notamment. On voit bien toute l'histoire du partage de l'eau. Et puis, vous avez des guerres comme les guerres du Darfour, par exemple, qui a aussi une cause d'ordre hydrique. La guerre de Syrie a débuté avec 50 sécheresses. Et donc, la mise à mal, voire à mort, de tout un pan de l'agriculture syrienne, etc. Voilà, donc on voit l'impact au niveau planétaire. Au niveau français, c'est également un vrai sujet. C'est très intéressant de noter que dans le reportage, certains des agriculteurs qui s'expriment ont beaucoup de mal à dire dérèglement climatique, changement climatique, sécheresse. Pourtant, c'est une réalité. C'est une réalité avec laquelle il faut maintenant que nous vivions. On sait très bien, par exemple, que les cultures, la récolte a été avancée de 15 jours, 3 semaines, selon le type d'aliments. Voilà, comment est-ce qu'on a un usage raisonnable et raisonné de l'eau? Et justement, on va regarder comment l'eau est utilisée dans le monde et on va voir justement que à 70%, c'est pour l'irrigation, 22% pour l'industrie et seulement 8% pour l'usage domestique. 69% de l'eau prélevée et même 95% dans certains pays en voie de développement est affectée aux cultures, à l'élevage et à l'aquaculture. Ça paraît quand même difficile à inverser comme tendance. Non, mais il est normal, quelque part, que l'eau aille à l'agriculture en grande partie, parce que sans eau, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de vie. Donc, c'est pas trop ça qui est choquant. C'est plutôt l'adaptation du type de culture aux capacités hydriques réelles et le partage de l'eau avec les besoins de la biodiversité d'une part, avec les besoins industriels ensuite et surtout avec les besoins des habitants. Et c'est pas très, justifié ou justifiable plutôt de demander à chacun d'entre nous de faire des efforts dans la consommation d'eau qui est la sienne et d'arriver à des absurdités comme dans le Marais Poitevin, où effectivement on va cultiver du maïs ou faire des semences qui ne donnent même pas de produits. Derrière, on vend la semence dans des zones qui sont manifestement pas faites pour cela. Alors, je conçois bien qu'il y a des investissements qui ont été faits par les agriculteurs, qu'il faut le prendre en compte, qu'il faut aider à la transition, mais continuer à mettre des fonds publics comme on le fait sur ce type d'agriculture, c'est exactement la même chose que continuer à mettre des subventions sur le fossile. Pour vous, il faut désubventionner progressivement. Ces céréaliers, ces céréales, progressivement, ces agriculteurs oui, céréaliers. Bien sûr. D'abord, il faut bien que nos téléspectateurs comprennent que ce maïs, par exemple, c'est pas fait pour que vous le mangiez, vous et moi. C'est du maïs qui est destiné à l'alimentation du bétail. On voit bien qu'il y a un grand mouvement qui est lancé, qui est planétaire, de réduction dans le bol alimentaire de la part de l'alimentation carnée, au moins dans les pays industrialisés qui sont très consommateurs de viande. Donc logiquement, on devrait également baisser la production de ce type d'aliments pour le bétail. Justement, l'agricultrice bio, à la fin du reportage, dit qu'il faut se donner 10 ans. Est-ce que pour vous, effectivement, il faut seulement 10 ans? On entend aussi un autre agriculteur, lui céréalier, qui dit qu'on ne peut pas changer d'un coup de clic, sur un ordinateur. C'est vrai. C'est vrai, bien sûr. Il faut 10 ans au moins pour vous, pour mettre une politique... Je ne sais pas. Ça peut peut-être aller plus vite que cela. C'est possible. Ça dépend des subventions, la manière dont elles sont allouées. Ça dépend des efforts d'accompagnement qui sont faits pour la transition, de la volonté politique, de la cohérence aussi des politiques. Parce que nos politiques ne sont pas cohérentes. Parce que là-dessus, il faut déjà une cohérence européenne. Parce que même si la France disait, nous, on arrête de subventionner, on va dire, les personnes qui cultivent des céréales qui ne sont pas adaptées à leur terre, peut-être qu'il y aura d'autres pays, la Pologne pour ne pas les citer, qui vont le faire. Et puis ensuite, il va peut-être falloir alors instaurer des taxes pour les produits qu'on importera. C'est ça, venus peut-être de l'étranger. Alors, c'est il y a la PAC.
va être revue. Elle est en progrès, mais elle n'est pas à la mesure de ce qu'ont dit les députés européens qui l'ont votée, à la mesure de ce qu'on aurait souhaité. Enfin, il va quand même y avoir des évolutions dans la prochaine PAC. Il faut une cohérence des politiques. Et donc, on ne peut pas interdire des choses en Europe pour importer les mêmes produits à des prix plus bas que ce à quoi nos exigences européennes vont conduire nos agriculteurs. Donc il faut une cohérence d'ensemble. C'est la même chose que pour le carbone. Si vous avez un prix du carbone qui est élevé en Europe, eh bien, il faut une taxe carbone à l'entrée en Europe. Ça doit être les mêmes politiques, notamment pour les engrais azotés, qui devraient être taxés. Et s'ils étaient taxés, on en utiliserait moins, on irait vers d'autres types de produits, tout simplement parce que le protoxyde d'azote, c'est un gros émetteur de gaz à effet de serre.